Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir. Nous sommes ravis de vous avoir à nos portes ouvertes ce soir. Bonsoir Estelle, bonsoir Hélène, bonsoir Delphine. Je ne vais pas dire bonjour à tout le monde, bonsoir à tous, à toutes les personnes qui sont venues sur ce webinaire ce soir. Bonsoir Solange, bonsoir Quentin, bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Merci d'être là. Bonsoir à tous. Sur le chat, je vois que tout le monde réagit. Merci d'être avec nous ce soir. Nous sommes en principe, nous avons l'habitude de faire des portes ouvertes en physique. Depuis quelque temps maintenant, nous avons changé un peu de façon de faire et nous proposons en fait des portes ouvertes virtuelles pour que vous puissiez découvrir nos écoles maternelles Montessori bilingues qui sont à la fois à Vincennes et à la fois à Neuilly. Vous ne m'entendez pas. Vous ne m'entendez pas du tout, du tout. Alors, je vais essayer de me mettre plus fort. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que vous m'entendez mieux? Est-ce que je parle assez fort? Tout va bien. Tout va bien? Ok, super. Donc, désolée si on ne m'entendait pas, je vais essayer de parler fort pour que vous puissiez bien m'entendre. Donc, je commence par me présenter. Dawn, je te laisserai la parole après. Donc, je suis Emma Laporte. Je suis directrice des deux établissements Les Petites Canailles, celui de Vincennes et celui de Neuilly. Et je m'occupe aussi de tout le projet Montessori pour le groupe Les Petites Canailles. Dawn, je te laisse parler. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Dawn Miaglia et je suis l'éducatrice anglophone dans une de nos classes ici à l'école de Neuilly-sur-Seine. Et je suis aussi en relais de direction auprès d'Emma. Tout à fait. Et puis, tu t'occupes aussi de tout ce qui est familiarisation avec l'anglais auprès des crèches. Tout à fait. Alors, déjà, je vais rapidement, pour laisser le temps à toutes les personnes qui vont participer à ces portes ouvertes d'arrivée, je vais vous présenter un peu l'outil. Donc, vous voyez sur le côté droit, vous avez une partie avec écrit chat. Donc là, vous pourrez effectivement, vous vous en êtes saisis d'ailleurs tous, nous faire des petits commentaires que Quentin recevra et si jamais il y a besoin de faire des petits ajustements, il le fera. Ensuite, vous avez une partie questions. Donc, cette partie questions vous permettra de poser des questions auxquelles on pourra répondre un petit peu plus tard ou pendant même les portes ouvertes. Et ensuite, la troisième partie que vous avez, ce sont les sondages. Et là, on vous demande juste, si possible, de jeter un petit coup d'œil et de nous répondre. Pour la question du replay, oui, il y aura un replay, donc aucun souci, vous pourrez nous revoir et revoir et revoir en boucle autant de fois que vous le voulez. Je vais donc poursuivre. Juste pour vous dire, nous avons une porte ouverte qui va durer en tout 1 heure. On va essayer de faire la présentation aux alentours de 40 minutes pour pouvoir vraiment avoir le temps d'échanger si vous avez des questions par la suite. Dawn, je te laisse officier. Très bien. Donc, ce soir, nous allons vous expliquer un peu l'histoire des Petites Canailles, du réseau de nos crèches et du groupe des Petites Canailles. Nous allons aussi vous présenter nos différentes écoles. Ensuite, nous allons vous présenter et vous expliquer les 5 aires de travail que vous trouverez dans les classes Montessori. Nous vous expliquerons un petit peu une journée type, ce qu'il se passe à l'école pour les enfants. Et comme a dit Emma, dans un dernier temps, nous répondrons à vos questions et voilà, un petit temps de partage ensemble. Tout à fait. Donc, les petites canailles, ce sont des spécialistes de la petite enfance au démarrage. Nous avons eu à peu près 40 crèches sur l'Île-de-France et 2 en province.
il y avait déjà un travail pédagogique autour du libre choix. Et donc, en fait, quand ils ont voulu poursuivre l'accompagnement des enfants jusqu'à 6 ans, c'est-à-dire toute la maternelle, entre 2 ans et demi et 6 ans, ben, ils se sont tournés assez facilement vers une pédagogie Montessori. Nous avons ouvert en fait la première école Montessori à Neuilly-sur-Seine en septembre 2019. Nous avions à l'époque une seule classe. L'année d'après, nous avons ouvert une seconde classe et on a ouvert aussi une école à Vincennes. Donc aujourd'hui, nous avons 2 classes à Neuilly et une classe à Vincennes. Juste pour vous dire, les classes sont toujours des classes décloisonnées. Décloisonnées, ça veut dire que nous recevons en fait les 3 âges ensemble, petit, moyen et grand. Quand il y a une construction de classe, c'est-à-dire quand on ouvre une classe, on a souvent des petits et des moyens. Et puis l'année d'après, on reprend des petits. Donc à Neuilly, nous avons petits, moyens, grands dans chaque classe. À Vincennes, nous avons des petits et des moyens pour l'instant. Et dès l'année prochaine, nous aurons petits, moyens, grands. Donc, nous sommes des écoles maternelles. Donc, nous accueillons des enfants entre l'âge de 2 ans et demi et 6 ans. Nos écoles sont bilingues, c'est-à-dire que dans chaque classe, il y a 2 éducatrices, une éducatrice francophone et une éducatrice anglophone. Donc, nous suivons la pédagogie Montessori. Donc, toutes nos écoles sont aussi des écoles Montessori. Tout à fait. Ce qui est important aussi de savoir pour les parents, c'est que ce sont des écoles qui travaillent autour d'une pédagogie Montessori, mais ce sont des écoles qui sont agréées par l'Éducation nationale. C'est-à-dire qu'au niveau des livrets des apprentissages, le bulletin officiel des apprentissages, on va aller exactement dans la même direction. Ce qui fait, ça c'est souvent une question que les parents nous posent, est-ce que ça pose un problème quand les enfants vont quitter une pédagogie de maternelle Montessori pour entrer en CP? Non, ça n'en pose pas, puisque déjà les enfants, en fait, ils ont fait les 3 années qui représentent en fait un bloc. La maternelle, c'est petite section, moyenne section et grande section. Une fois qu'ils ont réalisé ce bloc, tous les enfants de France vont passer dans le primaire, c'est-à-dire du CP au CM2. Donc c'est un autre bloc, même chose pour le collège, même chose pour le lycée. Mais en plus de ça, vous pouvez être rassurés parce que nous travaillons en accord avec le livret des apprentissages de maternelle. Et donc, à l'entrée en CP, les enfants ont les mêmes connaissances que tous les enfants de France. Alors, je vois une petite question. Voilà. Bonsoir Alexandre, oui, excusez-moi. Alors, donc ça, c'est quelque chose vraiment d'important. Au niveau des éducatrices, je me permets d'insister effectivement, 2 éducatrices qui vont être référentes et qui vont faire tout le programme pédagogique dans leur langue référence. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important chez nous, aux Petites Canailles. Les éducatrices vont accompagner les enfants tout au long de la journée. Exactement. On a à partir de 12h30 une personne aussi qui vient en soutien pour accompagner les enfants à la sieste et accompagner les enfants tout l'après-midi sur les temps de repos, les temps aussi pour se rhabiller après la sieste pour les petites sections, etc. Donc en fait, il y a aussi un accompagnement de ce point de vue-là. Et en fin de journée, au niveau de la garderie, elle est aussi avec les enfants. Cette personne est la même qui travaille le mercredi sur nos Wednesday Club. Au niveau des heures de travail, donc la pédagogie Montessori, vraiment, c'est 5 heures de travail. Les 5 heures de travail, ça représente vraiment tout le programme pédagogique qu'on va faire pendant les 3 années. Ce programme pédagogique, il est constitué en fait de à peu près, pour vous dire, 450 activités dans la classe. Ces 450 activités, elles vont être réparties en 5 heures de travail. Il va y avoir la vie pratique, le sensoriel, le langage, les mathématiques et la découverte du monde. On va vous en parler juste un petit peu après et on va vous montrer un peu des présentations, comme ça vous pourrez un peu voir comment ça s'articule. Ces présentations, elles sont présentées par les éducatrices, par les enseignantes, et ensuite les enfants peuvent reprendre aussi souvent qu'ils le veulent, pour aussi longtemps qu'ils le veulent. L'idée, c'est vraiment le développement du potentiel de chaque enfant en respectant son individualité.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment la fondation de la pédagogie Montessori. Le développement du potentiel de chaque enfant en respectant son individualité, c'est aussi avoir la collectivité, l'individu dans la collectivité. Donc ça, c'est vraiment un travail sur... on accompagne chaque enfant dans le groupe. Dawn, je Okay, te laisse continuer sur la vie pratique. très bien. So I'm going to switch to English now. So the first area of learning that we will be presenting to your children when they enter our class is practical life, everyday living activities. We want the children to be comfortable in their school environment, and we want them to be able to use and to be independent as fast as possible. And so to begin with, we're going to show them activities that will perfect and develop their fine motor skills. So an example for you here is an activity of the nuts and bolts. It may seem very basic and very simple, but it's a very important activity because it really strengthens, for example, here, the child's grip, which will then help them with writing later on or doing more complex activities where they might need to open a box or something a little bit more difficult. And so, for example, we will show the children how to screw the bolt and then unscrew it. And that's something that young children actually really enjoy. It's quite easy to put in place even at home. And it's a really important activity to start with. Et je rajoute, Dawn, avant que tu Yes. continues, c'est vrai que ça, parfois les parents nous disent, mais pourquoi vous travaillez avec des boulons et des écrous et qu'est-ce que c'est l'intérêt de faire ça? En fait, le travail, c'est vraiment un travail de, comme tu disais, motricité fine. Cette pince-là, elle est très importante et on la travaille beaucoup en petites sections et tout au long des années de maternelle pour permettre aux enfants de pouvoir par la suite écrire. Cette mobilité dans le poignet, elle est très importante pour pouvoir écrire. Et donc, c'est vraiment un travail qu'on va faire. La façon qu'on a de le présenter, c'est de manière indirecte au départ, pour faire vraiment travailler l'enfant autour de cette motricité. Et puis la coordination aussi, œil et mouvement de la main pour mettre en fait la tige filetée dans l'écrou, c'est très difficile à 2 ans et demi, 3 ans. Donc, c'est vraiment un travail de concentration qui est très important. Et donc, en fait, une fois qu'on a ce mouvement-là, après, on aura aussi notre mobilité plus tard pour écrire. Et donc, c'est vraiment un travail finalement d'écriture qui est indirect, mais qui reste un travail d'écriture. Yes. And then another example of an everyday living activity would be here a clothing frame. So here we show children how to button and unbutton and then button the frame. This activity will then encourage and develop the child's independence. Exactement. Et ça, c'est vraiment un travail aussi. L'idée, c'est la pédagogie Montessori, c'est vraiment de permettre à l'enfant d'être de plus en plus autonome. Cette autonomie, bien sûr, elle est dans un cadre. Hein. L'enfant n'est pas laissé tout seul à faire toutes ces choses-là. Il est entouré, il est cadré par l'équipe enseignante, par les enseignantes, et il a cette liberté dans le cadre. On dit beaucoup, la pédagogie Montessori dit beaucoup la liberté dans le cadre. Le cadre, il est comme ça, une petite section, on va être plus proche de lui, on va l'accompagner plus, et sa liberté, elle sera dans ce cadre. Plus tard, en ayant de plus en plus de présentations, de plus en plus de repères, en sachant de plus en plus de choses, le cadre va être mouvant et va donc s'agrandir et l'enfant aura de plus en plus de liberté dans ce cadre-là. Donc en fait, c'est vraiment un accompagnement. Sur les cadres d'habillage, ça va être décontextualisé, c'est-à-dire qu'on ne le fait pas sur soi dans un premier temps, on travaille sur les cadres d'habillage. Et une fois qu'on a vraiment travaillé, que l'enfant a essayé de comprendre comment ça marche, comment on doit manipuler pour mettre le bouton, tirer, etc., c'est quand même un certain nombre d'actions à faire pour pouvoir y parvenir. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on pourra le faire sur soi. Et on pourra
faire ses boutons. Même chose avec les boutons pression, etc. Donc, c'est vraiment une recherche d'autonomie pour permettre aux enfants de pouvoir être de plus en plus indépendants. Et cet accompagnement, il est vraiment dans toutes les aires de travail. On accompagne, on aide les enfants à pouvoir faire seuls. Je poursuis avec le sensoriel. Donc, le sensoriel, c'est un matériel qui va être proposé dans la continuité de la vie pratique et il va être utilisé pour raffiner les sens, pour développer tous les sens. Donc, vous avez différents types de matériel qui vont permettre aux enfants de faire à nouveau des découvertes et de comprendre ce qui les entoure. Ces découvertes sensorielles, en fait, on va les proposer à l'enfant, il va les reprendre et on va chaque fois aller un petit peu plus loin. On dit aussi souvent que le sensoriel, il est en fait en lien avec les mathématiques, parce que le sensoriel, il faut répertorier, il faut classer, il faut organiser. Et en fait, toute cette organisation permet à l'enfant par la suite d'aller vers les mathématiques, parce que c'est ça qu'on a besoin quand on fait des mathématiques. Alors ce soir, j'ai choisi de vous proposer une activité avec les couleurs pour que vous voyez un peu le raffinement des sens. C'est important parce que dans le sensoriel et dans la pédagogie Montessori, il y a beaucoup de ça, le raffinement des sens, c'est-à-dire aller toujours un petit peu plus loin. Donc, je vais vous montrer la première boîte de couleurs. Donc, je pense que vous la voyez là. On a les 3 couleurs primaires. Donc, on va travailler avec le jaune, le bleu et le rouge. Et en fait, c'est un travail de mise en paire. On sort les petites tablettes et on va les mettre 2 par 2, les couleurs qui se ressemblent. Donc ça, souvent, les petites sections, ils arrivent, ils connaissent déjà ces couleurs, ils savent même le nom des couleurs, rouge, bleu, jaune, ça, ils le savent. Et puis ensuite, on va travailler avec eux dans la classe. Oh, regarde, on va chercher une couleur, un objet dans la classe qui est de cette couleur-là. Un objet qui est d'une autre couleur. Tiens, montre-moi, etc. Donc ça, c'est un travail qu'on va faire au démarrage avec des enfants de petite section. Comme souvent, ils connaissent bien ça, on va passer à la deuxième boîte de couleurs. La deuxième boîte de couleurs, oh, mais alors là, il y en a beaucoup des couleurs. Beaucoup, beaucoup. Des couleurs, voilà, qu'ils ont probablement déjà vues, mais dont ils ne connaissent pas forcément le nom. Donc, on va travailler sur le vocabulaire, effectivement, travailler sur la mise en paire, sans donner le vocabulaire, et puis par la suite, sur le vocabulaire. Marron, peut-être, ce sont des couleurs qu'on ne connaît pas aussi bien. Violet, voilà, ce genre de couleurs. Donc là, on va travailler là-dessus. Et puis, on a bien travaillé sur la deuxième boîte de couleurs. Et là, on va commencer à travailler avec la troisième boîte de couleurs. Et là, la troisième boîte de couleurs, je pense que vous devez voir, on va travailler sur les tonalités de couleurs. Et là, c'est beaucoup plus complexe. Il faut répertorier parce qu'il faut organiser chaque tonalité du plus foncé au plus clair ou du plus clair au plus foncé. Et donc là, on est dans un autre raffinement. On va toujours un peu plus loin. Ce qui est important pour vous de savoir, c'est que quand je dis, moi, en tant que maîtresse, à un enfant de petite section, ça c'est jaune et ça c'est jaune aussi. Ben, il va me regarder en se disant, elle a complètement perdu la tête, la maîtresse. Elle m'a dit que ça c'était jaune et ça c'était jaune. Mais ce n'est pas la même couleur. Hein. Donc en fait, le fait de commencer par 3 couleurs primaires et ensuite de continuer à raffiner les sens en allant toujours un peu plus loin, ben, ça permet aux enfants de comprendre que, ah bah oui, effectivement, c'est le dégradé de ces couleurs. Et ça, c'est dans tout le sensoriel. Dawn, tu as quelque chose à rajouter? No, I was just thinking, we in a Montessori school environment, children are really active in their learning, and it's by manipulating and by feeling that children really learn different concepts. Maria Montessori said that the hand is the pathway to the brain, and it's really by manipulating and by using these materials that children will learn. Tout à fait. Je suis d'accord, ça tombe bien. Et en fait,
Souvent, on voit ça chez les tout petits bébés. Pour comprendre quelque chose, ils vont toucher, ils vont mettre à la bouche, ils vont taper, ils vont jeter. Tout ça, c'est pour comprendre comment ça fonctionne. Nous, on a des enfants qui sont plus grands, entre 2 ans et demi et 6 ans, mais le fait de pouvoir utiliser un matériel, le comprendre, voir comment il fonctionne, comment on peut faire pour que ça marche, eh bien, ça permet de construire la pensée. Et vraiment, les enfants ont soif de ça et ont des périodes de concentration qui sont assez longues et à essayer de comprendre pour que comment je vais le mettre, etc. Nous, on les accompagne sur les présentations, on leur présente et ensuite ils vont reprendre et reprendre et reprendre et perfectionner leurs mouvements, perfectionner leurs connaissances. Et ça, c'est vraiment important. Alors, après le sensoriel, on va vous parler un peu des mathématiques. Yes. So the numeracy and arithmetics area of learning, this is an area, again, children will learn with their hands. It's a sensorial material. And children here will explore different mathematical concepts. So to begin with, children will explore quantities. So we're going to start with quantities from 1 to 10, and then the activities will become a little bit more complex, and that's where other concepts will be discovered. So for example, to start with, we have the number rods here, and we have them from 1 up to 10, which is very long. And that's when we learn the basics of quantities. So this is 1, and then this is 1, 2. And we do this up to 10. And to follow this activity, and at the same time, we work on recognizing the symbols. So with the sandpaper numbers, the children will learn, again, by feeling. They will learn the symbols of the numbers. And then they will be able to associate the symbol of the number with the quantity of the rod. Then we move on to, for example, the decimal system, where we will show the children the quantities from a unit, 110, 100, 1000. And again, children will feel and really experience for themselves what these quantities actually mean. And then with this activity and with these beads, we will be able to move on to some of the operations of the decimal system. And it's really by feeling and by exploring that children will be able to understand what an addition means, because we put lots and lots of beads together and we have to count them. And then a subtraction, we remove beads. So it's really, again, children are active in their learning, and they're really invested in their learning. Oui, et c'est très intéressant, en tout cas, je trouve, d'avoir en fait ce concret, ce côté concret. Souvent, quand on fait des apprentissages, on part directement dans l'abstraction. Et ça, c'est très difficile de comprendre sans avoir le concret. Donc, en fait, la pédagogie Montessori, c'est vraiment l'abstraction matérialisée. Donc, tout part du concret, et au fur et à mesure du temps, on peut s'abstraire des présentations concrètes pour aller vers l'abstrait. Donc c'est vraiment tout dans la classe et de cette manière. Même chose avec le langage ou les mathématiques, même chose avec différents concepts. On va vraiment utiliser les concepts, les comprendre, les vivre pour après les conceptualiser et les rendre plus abstraits et pouvoir les utiliser. L'idée, ce n'est pas forcément d'avoir l'opération juste à la fin de l'opération qu'on va constituer. Le résultat numérique nous importe peu. Mais par contre, que l'enfant soit capable de comprendre qu'une addition, c'est on met toutes ces quantités ensemble et ensuite on va les organiser en unités, dizaines, centaines, milliers, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant parce que ce sont des concepts qu'il va réutiliser tout au long de sa scolarité. Et ça, c'est ce qu'on veut faire. C'est-à-dire lui permettre à cet enfant de comprendre
quels sont les concepts qu'on utilise dans, par exemple, quand tu en parlais, les mathématiques. Alors, on va passer au langage. Excusez-moi, hein, je suis un peu lente pour passer d'un slide à l'autre, mais And so the next area of learning is language. And so language is acquired throughout the day in both languages for the children. One teacher will speak English, one teacher will speak French, and we are consistently and throughout the day really speaking to the children, explaining what we are doing, naming different objects. And our aim is for the languages to be learned naturally. We don't have a time for an English lesson or a time for a French lesson. We really want language acquisition to happen naturally for our children in our schools. So one of the first things that we will be doing is building the children's vocabulary. So we have activities for this. For example, here we have cards with different pictures, and we name these different objects. And then gradually we can move on to reading the names of these objects, but that will come much later on for older children. And then we also have tracing activities, because language is also language development, but it's also writing. So we have different tracing activities to really strengthen the hand, because the hand is really the main tool for writing. So it's really for tracing development and hand strengthening that we do these activities. And then we can move on to, for example, the sandpaper letters for learning the different sounds of the letters. And again, we do these by feeling the letters, by tracing them. And then gradually the children will learn more and more letters and will be able to build some words phonetically. So it's really important to understand that we learn all the sounds of the letters first, because it makes reading and writing much easier for the children, and it et comes donne much more naturally. Oui, et si je peux dire, en fait, effectivement, c'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire que les enfants en petite section, on va beaucoup travailler autour des sons, de manière générale. Donc, on va travailler avec des boîtes à bruit pour mettre en paire des bruits qui se ressemblent. On va travailler avec des clochettes pour reconnaître aussi les mêmes sons de 2 clochettes qui sont masquées, mais qu'on puisse regarder si c'est le même son. Tout ce travail autour des sons, c'est très important, parce que pour être en capacité de travailler avec les sons des lettres de l'alphabet, d'abord, il faut reconnaître les sons, les différents sons. Et donc, c'est un travail qui se fait sur 3 années. 3 années de maternelle, c'est vraiment important pour travailler tous ces apprentissages qui sont si importants et qui permettent après d'entrer dans la lecture, l'écriture et ensuite tout ce qu'il y a autour du langage. C'est vraiment très important d'avoir ce temps pour comprendre les sons. Il y a différents sons. Donc, s'il y a différents sons, on peut les formuler en français, en anglais. Mais en français, il y a différents sons et il faut les entendre. En anglais, il y a différents sons et il faut les entendre. Et ce travail, il est fait avec effectivement tout un travail de sensoriel autour des clochettes, autour des boîtes à bruit, etc., etc. Donc vraiment, encore une fois, je reviens sur les écroutes tout à l'heure qui paraissent un peu bêtes pour des parents parfois. Eh bien, en fait, c'est toujours un travail indirect pour amener là où on veut aller, pardon. Et là où on veut aller, c'est effectivement les apprentissages fondamentaux qui sont importants, la lecture, l'écriture, les mathématiques, etc. Tous les apprentissages qu'on fait en école maternelle et qui nous permettent de faire partie de la collectivité école et de devenir élève. Alors, je vais poursuivre en fait en vous parlant de la découverte du monde. Donc, la découverte du monde, c'est vraiment tout ce qui nous permet de comprendre aussi ce qui nous entoure avec la géographie et les expériences scientifiques. Donc, dans la classe, on va faire de la géographie. Je vais vous montrer un petit peu sous forme souvent de puzzle. Donc, vous voyez, là, c'est le planisphère.
et on va avoir les continents qui sont représentés. Et on peut faire aussi de la géographie en allant dans chaque continent. On va avoir un puzzle de chaque continent où on aura chaque pays qui va être représenté et on a des cartes de contrôle pour que les enfants effectivement puissent les réaliser. Et en fait, c'est vraiment aussi un travail sur le temps, l'espace, savoir où on est, où on se situe. Ça, c'est vraiment un travail qui est important aussi au sein de la classe. Les enfants, on se doit aussi de leur expliquer où on est. On part d'ici, on est dans la classe, on est dans une ville, dans un pays, sur un continent, etc. Et on travaille différentes choses autour des continents, notamment les animaux qui peuplent les continents. Ça, les enfants aiment beaucoup aussi, tout ce travail que nous proposons. Ça, c'est des choses qui sont très ludiques et qui permettent aux enfants de comprendre tout ce qu'il y a autour d'eux, tout ce que le monde comporte, tout ce qu'on peut découvrir. On va travailler aussi sur des expériences scientifiques. Donc là, je vais vous montrer une expérience scientifique qu'on fait au sein de la classe. L'expérience que j'aime bien, c'est magnétique. Hop, est-ce que j'arrive à attraper? Pas magnétique. Donc voilà, on va travailler, je pose ça parce que je ne vais pas y arriver, avec un aimant. Voilà, et on va faire une expérience. Est-ce que c'est magnétique? Oui, c'est magnétique. Et puis, on va faire une autre expérience. Ah ben non, c'est pas magnétique. Donc voilà. Donc les enfants, ils sont très intéressés par ces expériences-là. Et ensuite, dans la classe, ils vont faire l'essai de voir si les feuilles sont magnétiques ou pas, si nous, on est magnétique ou pas, etc. Donc vraiment, il y a aussi des découvertes, flotte, coule, etc. Donc ce sont des découvertes que les enfants font et ils peuvent après comprendre comment ça fonctionne, pourquoi ça flotte, pourquoi ça coule, pourquoi c'est magnétique, pourquoi c'est pas magnétique. Dawn, je te laisse peut-être enchaîner avec la journée type. Yes. So our daily routine. So we welcome children from 8:30 until 8:45. And that's a time where the children come in, they get their coats off, shoes off, they put their slippers on. And it's a time maybe where parents can quickly communicate an information to the teachers, any important information that we might need to know for the day ahead. And then from 8:45 until about 11 o'clock, the children are in class, and that's when the teachers present new activities to the children. And it's also a time where the children take their activities independently. And we call it a time of work. That's when the children work, and they really enjoy having that important task to do during the morning. And then Dawn, excuse me, just one thing. Yes. We had one person that was asking a question. Maybe you can answer because I think it's important in the daily routine. Yes. The person says, how do you ensure individual attention to each child so that they learn the activity properly? As you mentioned, there are only 2 teachers per class. Yes. So that's a good question. So there are only 2 teachers in the class, and that's quite a good ratio for school. We have about between 20 to 25 children in our classes. So how we ensure individual attention. So what we do is that we present activities individually to children. So we do spend that time with only one child where we can practice an activity. Well, first present them the activity and then practice the activity together. And then throughout the day, we do observe the children a lot, so we know where they are in their learning. We record every presentation that we do, and we do take the time to do the activities over again with the children to make sure that they've understood a certain concept or a certain skill. As we also have 3 different age group in the class,
they have different autonomy. So, for Yes, example, you will work more at one point with a little one, and then a second year, and then a third year, because the third year has more autonomy. So he will be able to, go in the class and know exactly what he wants to do. So he's not necessarily available to have a presentation at one point. So it organizes itself pretty well. I've got the impression we yes, spend time with each child every day. Then we have group moments as well, where we read stories, where we listen, when we listen to songs, we do different things. So it organizes itself pretty well. And two teachers for one class is a lot to organize activities for children. I don't know if it's answered your. Do you have anything to add, Dawn? No, it's just we do record all the activities that we do with the children, so we know where they are in their learning. And yes, we do take the time to observe the children and to really follow their learning. Hmm. Yes. So, yes, so from 11 until about 11:30, children go out on the playground. We have bicycles, scooters, different kinds of balls, and children enjoy that time outside to play. So generally, this time in the morning is for the younger children who will later on in the day go for a nap. So I'm following. At 11:30 until 12:30, children have lunch in their classes with their teachers. We have a caterer that delivers the food, which is warmed up here, and children prepare and set up the tables, and it's a really nice time for children to have little chats together and to help each other. It's a really enjoyable time of the day. From 12:30 until about 2:30, the younger children go to the nap room, and that's when they rest and some sleep. I saw that one of the questions was asking about nap time and if a child sleeps longer. Ah, Yes. yes. Si l'enfant dort plus longtemps que la plage prévue pour la sieste, que se passe-t-il? We tend to let them sleep. We discuss it with the parents. If the parents are fine with the child sleeping for longer, then we let them sleep. Oui, on ne réveille pas en principe les enfants, il n'y a pas de souci. La sieste pour les petites sections vont nécessairement aller à la sieste. Certains enfants ne veulent pas, nous disent non, non, je veux pas dormir, mais on sait qu'en petite section, on a besoin de se reposer parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en classe et donc on a besoin de se reposer. Donc ils vont dans une pièce qui est spécialement pour la sieste. Ils peuvent lire et souvent ils s'endorment et ils passent le temps qu'ils ont à passer. On peut laisser dormir un enfant jusqu'à 2 heures. On va se coucher vers 12h30. Après, ils peuvent être réveillés à 2 heures, 2h30, 3 heures, si jamais les parents nous le demandent. Mais si les parents sont vraiment OK avec ça, on peut les laisser dormir plus longtemps. Et parfois, nous avons des enfants qui vont se réveiller aux alentours de 3 heures parce qu'ils ont besoin vraiment de dormir longtemps. So during nap time, the older children from about 1:30 until 2:00 go to the playground here. That we are very fortunate to have our own playgrounds. So and again, they play for about half an hour outside. After that time outside, children come back in, and that's when we have what we call a quiet time. Children just take the time to just read a story or listen to some music or do some drawing, just to relax a little bit before starting the activities again for the afternoon. And then at 4:30, it's the time to go home, and that's when the parents and nannies and grandparents come and pick up the children. After school, we have an after-school care, the garderie, where children have
a snack which is provided, and they play and have different creative activities that they can do too. Tout à fait. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, nous travaillons lundi, mardi, jeudi et vendredi sur les journées d'école. Et le mercredi, nous proposons l'activité du mercredi qui est sur toute l'année. Et c'est de 9h à 17h. Et là, nous leur proposons des activités ludiques. On fait de arts and crafts, on va faire des dessins, des peintures, des petites sculptures, parfois de la cuisine, tous ensemble. Et on a des activités phares que l'on développe sur la journée avec les animatrices qui sont avec nous toute la semaine. Au niveau, juste pour terminer, ensuite je vais répondre aux questions avec Dawn. Nous utilisons aussi une application où nous mettons régulièrement, à peu près chaque semaine, des petites vidéos, des petites photos, voilà, les anniversaires, etc. Uniquement pour les parents de l'école, uniquement pour l'année en cours. Et les parents peuvent donc voir sur leur application ce qui s'est passé pendant la journée. Par ailleurs, nous avons des intervenants qui viennent 2 fois par semaine, un intervenant sport avec qui on fait des parcours, les enfants vraiment adorent ce moment, et de la musique où on va travailler beaucoup la rythmique, de nouvelles comptines, de nouveaux types de musique qu'on va écouter. Voilà, donc ça c'est aussi une intervenante qui s'appelle Sophie et Viridiana à Vincennes. Et Albert en sport pour Vincennes et pour Neuilly. Alors, je pense que là, vous avez pas mal de questions, donc peut-être qu'on va essayer de répondre. Yes. Donc, avez-vous des story time? Alors oui, on a bien sûr des moments de regroupement où on va lire des histoires à multiples reprises dans la journée. On va avoir des histoires ou des chansons, hein. Des moments de regroupement, on va pouvoir lire, chanter. Souvent aux alentours du déjeuner, c'est aussi un moment de se retrouver, de partager ces moments ensemble. Bien sûr, on a une bibliothèque aussi dans la classe. Peut-être que dans la visite virtuelle, un parent me demandait où était la bibliothèque à Vincennes. On a aussi une bibliothèque à Vincennes. Souvent, elle se trouve près d'un canapé et les enfants peuvent utiliser les livres. Ils ont aussi la possibilité d'écouter certains livres et de tourner les pages en même temps qu'ils écoutent. Donc oui, on a des moments de regroupement où on va lire en anglais et en français, où on va chanter dans toutes les langues et où on va passer des moments ensemble aussi à partager aussi nos cahiers de vie. On travaille beaucoup avec un cahier de vie où on va présenter, les enfants vont pouvoir présenter ce qu'ils ont fait le week-end. Dawn, tu voulais ajouter quelque chose? No, it's quite often, like you said, during transition times that we do have a time where children regroup. We have a line traced on the ground, and children sit round the line, and that's when children can share their news, as you said, or we celebrate birthdays, or we read stories, or listen to songs. Yes, a time of sharing, and we do that regularly during the day. Yes. Merci. Alors, une autre personne me demande si nous faisons des sorties avec les enfants. Alors, oui, on fait des sorties avec les enfants. Il se trouve que depuis 2 ans, je dirais, les sorties ont été assez complexes à organiser, mais nous avons fait une sortie l'année dernière. Souvent, on ne le fait pas en début d'année parce qu'on laisse les enfants entrer dans cette routine. Donc, en septembre ou octobre ou novembre, on laisse les enfants vraiment s'habituer à l'environnement, prendre leur marque. Même les enfants qui sont là depuis l'année dernière, on les laisse vraiment rentrer dans la routine de l'école. Par la suite, l'année dernière, on avait fait une sortie à la ferme de Galie. Donc, on avait passé un moment avec tous les enfants. Ça s'était bien passé. Et chaque année, on essaye de faire une sortie en adéquation avec les projets pédagogiques que nous proposons. So yes, so we might have themes during the school year, and we might find outings that relate to those themes. Yes.
Alors, je pense qu'il y a des questions en fait sur le Covid. En cette période de Covid, les éducatrices ont des masques, je suppose. Est-ce gênant pour les enfants, surtout pour l'apprentissage d'une autre langue? Alors oui, bien sûr, c'est plus aisé de ne pas avoir un masque pour qu'on nous voit aussi et qu'on voit notre bouche. Maintenant, les enfants sont très adaptables, hein. Ils se sont habitués à ça et donc on avait fait, pour la petite histoire, on avait fait l'essai l'année dernière des masques avec, vous savez, des visières qui ne sont pas très confortables en fait à utiliser pour les enseignants parce que ça sent, il y a de la buée qui se met dessus. Et en fait, les enfants, ils nous avaient dit non, 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 ne mettez pas ça, vous êtes pas belle avec ça. Remettez les masques bleus. Donc bon, on a remis les masques bleus. Oui, évidemment, on préférerait ne pas avoir de masque. Et oui, évidemment, je pense que l'apprentissage serait plus aisé. Maintenant, ce sont des enfants qui sont déjà dans le langage. Ils parlent déjà, donc c'est moins, je pense, problématique pour un enfant entre 2 mois et demi et 2 ans et demi. Voilà, donc Yeah. on fait un peu avec. On espère qu'un jour, on pourra retirer nos masques. And whether it's in French or in English, we really make the effort to articulate. If the child hasn't quite understood, we repeat a lot of what we say. Sometimes children actually might not know we're speaking to them because they can't see our mouths. So we do tend to really go next to them to make sure that they've heard us and that they've understood us. So we are very aware that we have the masks and it's not the ideal situation, and we really do try to make things the easiest way possible for the children. Alors, au niveau des mesures sanitaires, on me pose beaucoup la question. Les mesures sanitaires, en ce moment, elles vont un peu fluctuer en fonction du temps et du moment et de la vague dans laquelle nous nous trouvons. Aujourd'hui, nous avons l'obligation de porter des masques pour les adultes. Les enfants ne portent bien évidemment pas de masque en maternelle. Nous avons une petite école, donc en fait, tous les enfants sont amenés à se croiser. Aujourd'hui, au niveau de la fermeture des classes, à partir du moment où on a un cas avéré, nous ne fermons pas. Si nous avons 3 cas sur la même semaine, nous fermons l'école. Pour l'instant, nous n'avons pas eu 3 cas avérés dans la même classe et nous n'avons pas encore fermé l'école. Voilà. Après, c'est difficile de répondre à cette question parce que les mesures sanitaires changent et nous appliquons les mesures sanitaires nationales comme toutes les autres écoles. Donc, nous faisons exactement pareil que toutes les autres écoles et vous pouvez trouver toutes les mesures sanitaires sur le site du gouvernement à mesures sanitaires pour les maternelles. Yes, we follow the national guidelines. All the adults wear masks. We try to air the premises as often as possible. And yes, we are just really trying our best to prevent any problems. Alors, juste, je vais démarrer ça. How often do you organize a parent-teacher meeting to know the progress of our child? Alors, je te laisse répondre peut-être. Yes, I saw there was a very similar question. I was looking for it too. So I think it was someone was asking if every day we give feedback to the children. That's not something that we do. It's not really possible to do that. We organize parent-teacher meetings twice a year. So at the end, so for example, right now we're doing them. So about November, December, we have a parent-teacher meeting, and that's an individual meeting with each family. And then we have another meeting at the month of May. About a month of May, where we talk about the children's progress, about what they enjoy doing at school, or any issues that the parents might have. It's a time where we can discuss those topics. But we're of course free to meet with we're available to meet the parents whenever the parents feel the need to have an appointment. We have the time to discuss then.
Of course. On travaille, on essaye de travailler en collaboration. Donc, effectivement, on a une grosse réunion en début d'année où là, on va vous présenter un peu ce qui se passe dans la classe de manière globale. On fait effectivement après un temps individuel avec les parents au mois de décembre et puis, enfin, au cours du mois de novembre-décembre. Et ensuite, on va vous refaire un rendez-vous individuel au mois de mai, c'est ça. Après, effectivement, quand il y a besoin de nous parler de quelque chose en particulier, si nous en éprouvons le besoin ou si vous en éprouvez le besoin, évidemment qu'il est possible de nous contacter pour nous dire, voilà, on voudrait faire un rendez-vous, on a besoin de vous parler de quelque chose. Et nous, on fera la même chose s'il y a besoin de vous voir. Donc, vraiment, on est en collaboration là-dessus. Au niveau des transmissions le matin, c'est intéressant. Effectivement, ça change beaucoup par rapport à la crèche. Nous, on va vous dire, bah, ça va. Ça s'est bien passé. Et effectivement, ce sont des transmissions qui sont très courtes. Quand il y a quelque chose qui est à noter, par contre, on prend le temps de vous dire, ben voilà, aujourd'hui, il y a eu ça, on voudrait en discuter 2 petites minutes et on en discute avec vous. Je regarde, excusez-moi, si on répond bien aux questions. Alors, au niveau de la question, oups, combien y a-t-il d'enfants dans l'école de Vincennes? Mon enfant est inscrit à la crèche Les Petites Canailles de Saint-Mandé. Alors, nous avons des classes qui vont être de 25 enfants en tout. Donc, aujourd'hui, il y a moins d'enfants à Vincennes, mais à terme, il y aura 25 enfants. On me pose une question sur le tableau de tarifs. Alors nous, on va effectivement moins être capable de vous répondre sur ces points-là. Par contre, Léa Canic, dont vous avez le numéro de téléphone et le mail sur ce slide, va pouvoir vous répondre à toutes ces questions vraiment en détail. Donc, je vous invite à la contacter et à lui poser toutes les questions sur les tarifs toutes les questions que vous souhaitez lui poser. J'essaye de voir si on a bien répondu. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Ah, voilà. Do you serve bio food? Vous avez, en fait, nous avons dans la classe 20% de nourriture qui va être bio sur un plateau. Donc, nous allons proposer des aliments qui sont locaux et à hauteur de 20% dans le plateau. Donc, ce n'est pas totalement bio, mais il y a une partie qui est bio. Voilà. Dans la visite virtuelle de l'école de Vincennes de votre site internet, je n'ai pas vu d'espace bibliothèque dans la classe. Quelle place accordez-vous aux livres dans l'apprentissage? Alors, ce que je vous disais, en fait, il y a une bibliothèque dans chaque classe. En fait, il y a une bibliothèque où les enfants peuvent aller s'installer et lire un livre, lire, feuilleter, consulter, écouter aussi des histoires. La place du livre, elle est toujours très importante dans les écoles. On va lire beaucoup d'histoires, on va travailler autour des albums jeunesse avec les enfants. Et donc, le livre, c'est fondamental dans une classe d'école. On va beaucoup travailler après sur tout ce qui est lecture, constitution de mots, pour aussi pouvoir lire un jour. Donc, c'est notre projet. Et quand je dis notre projet, je parle du projet des enfants. Les enfants, ils sont 3 niveaux dans la classe petit, moyen, grand. Donc, en fait, c'est un cercle vertueux. Les petits vont regarder les plus grands qui sont peut-être en train de constituer des mots avec l'alphabet mobile. Peut-être de temps en temps, ils arrivent à lire un petit mot, à reconnaître une lettre. Donc, c'est quelque chose qui va être très... ça va exciter la curiosité des plus jeunes. Et puis, les plus grands vont pouvoir aussi tutorer les plus jeunes sur l'apprentissage de l'alphabet, leur montrer, ah bah tu reconnais sur ce livre, c'est un A comme avion. Voilà, ce genre de choses. Donc, il va y avoir vraiment un cercle vertueux. Parfois, les parents se disent, ah, c'est bien pour les petits, mais pour les plus grands, est-ce que vraiment c'est bien d'être dans une classe décloisonnée? Donc, ça, c'est vraiment ça prouve bien que c'est vraiment un cercle vertueux parce que tant qu'on n'a pas masterisé
une présentation, tant qu'on n'a pas compris quelque chose, on n'est pas capable de l'expliquer. Donc, en fait, les petits regardent les plus grands, les grands vont pouvoir expliquer, et s'ils expliquent, c'est qu'ils ont bien compris comment ça s'articule. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très flagrant dans une classe. Dawn, tu partages ça? Tu as quelque chose à ajouter? Non, tout à fait. Nous lisons dans les deux langues, in French and in English, and it's an important part of our day also to read stories and to share stories together. Alors, les enfants sortent-ils en extérieur tous les jours? Nous avons la chance, alors dans beaucoup d'écoles Montessori, il n'y a pas de cours, donc les enfants doivent aller au parc. Nous avons la chance d'avoir des espaces extérieurs, aussi bien à Neuilly qu'à Vincennes. Donc on va sortir tous les jours et on va utiliser, on a un petit cabanon où sont rangés les vélos, les brouettes, les ballons, les cerceaux, on les sort tous les jours et on joue à l'extérieur. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour des questions. Si je n'ai pas répondu à une question, n'hésitez pas à m'envoyer une nouvelle question en me disant j'aimerais bien qu'on réponde à ma question. Ouais. Alors, les chats, j'avoue que les chats, là, j'ai plus trop Yes. de temps. Alors, on va répondre à ces deux questions. Mhm. As you mentioned, the children from 3 to 6 are mixed together. How do you ensure the older children do not stick together and play during the activity and do not bully the younger children? Dawn, je te laisse répondre. That's an interesting question. What we try to explain also to the older children is that they have an important role to play in our class. They can show, or they can be a role model to the children, and that's something they take up, and they feel very proud to be able to show activities to children, to be able to show them, to help them in certain situations. So really, we try to give the older children responsibility, and that's something they really enjoy to take on, and it's something that we've really seen over the years. Really, it's not really a problem it's never a problem to have the older children with the younger children. It's really a micro society. Children, yeah, Help each other at the they same day. help each Help other, each other. exactly, and the younger children observe and might mirror some what the other children are doing. It's really positive. It's a very And positive relationship. And they are never on their own. We're always there. We're I mean, always, the teacher are always with the yeah. children, so they can sort of help if it's difficult at one point. We don't know what to do, how to, maybe it's, I want the bike and he wants the bike too. How can we, what can we do? And the teacher will come and talk to them and try to find a solution all together. So it's really a micro society, as you said. It's really how to organize to ourselves to be happy and to share things and to live together. That's a very important thing that we work on, how to work and to live together. So it's not really something that is difficult in classes. Alors, peut-on considérer que les enfants sortent bilingues à la fin, à 6 ans? Je pense que c'est alors ça bilingue, vous voulez dire probablement en anglais. Nous avons dans nos écoles des enfants qui ne parlent, qu'anglais et qui vont parler, français, à la fin, de leurs années ici. Il y a des enfants qui parlent français. C'est vraiment très dépendant aussi de leur environnement. Ce qui est sûr, c'est que les enfants, on les familiarise à l'anglais. Ils vont comprendre un certain nombre de choses et
ils vont comprendre aussi un certain nombre de choses en français. C'est vraiment une familiarisation avec les 2 langues et un apprentissage de plus de vocabulaire, de plus d'aisance de manière globale avec le langage. Bilingue à la fin des 3 années de maternelle, c'est très dépendant de la famille, comment la famille accompagne cela, comment l'anglais est utilisé au sein de la famille. Yes. Children become very familiar with English. They're very comfortable, I would say, in a school environment. We do repeat the same sentences quite a lot, the same instructions. So children tend to understand throughout the 3 years, they understand more and more. The talking part might come later on. I think understanding comes first, being used to hearing a new language. The speaking comes much later on, I would say. Pour je pense que c'est une maman qui me demande si on peut intégrer à 2 ans en septembre. Non, il n'est pas possible d'intégrer à 2 ans en septembre. On prend les enfants à partir de 2 ans et demi et je vous propose en fait de contacter Léa pour en discuter avec elle. Elle pourra vous expliquer ça. Donc Léa Canic, dont vous avez le numéro sur le slide. Au niveau de la dernière question, how problematic is it for a 2.5 years old that doesn't speak English or French to integrate your school? Alors, it is difficult to start with, but we really show things as teachers. We will show things with our hands, with our bodies, and with our eyes, etc. So we will communicate with the child, but it's true that to start with, it can be a little bit difficult, but very soon, very quickly, the child will interact in his own way We with find us. ways to communicate. Exactly. And I think that after, 3 weeks, maybe 1 month, it will get easier. But to start with, it can be a little bit difficult, of course. But we find ways to communicate with with children in general. And the language is not a barrier, but of course, it's not as simple when you don't speak either French or English. Voilà, nous avons... combien de temps faut-il prévoir pour une inscription? Je vous propose effectivement de joindre Léa. Elle pourra vous donner les informations. Simplement, sachez que nous avons donc petite section, moyenne section et grande section. Chaque année, les petites sections montent et deviennent moyenne section. Donc, nous avons peu de places qui se libèrent en petite section. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter Léa qui pourra répondre à toutes vos questions. Ben, je vous remercie. Dawn, thank you. Yes. Well, thank you, Emma. Merci à tous pour avoir été là. J'espère que nous avons répondu à toutes les questions. J'espère que c'était assez clair. Merci pour vos petits chats et vos questions où vous nous remerciez. Merci à vous, c'est vraiment très agréable. À bientôt, nous espérons. Et passez une bonne soirée. À bientôt, au revoir. Au revoir. Bye, Dawn. Bye.